Rebonjour à tout le monde. Généralement, quand on prend la parole dans un espace public, on est interpellé par l'auditoire en disant « mais qui tu es et d'où tu parles ?» Bref, se pose la question un petit peu de la légitimité de la parole. Alors, d'où l'on parle, je vous présente le cadre. Donc, la CALPA, c'est son objet social. La CALPA a été créée en 2005. Son objet social n'est pas l'aliénation parentale. Ça a été basé sur la défense des droits des parents victimes d'une entrave à l'exercice de leur autorité ou responsabilité parentale ou de toute autre personne victime d'une entrave à l'exercice de ses droits aux relations personnelles et ou victime d'une confiscation ou d'une soustraction abusive ou illégale sur le territoire national lors d'une séparation parentale. Donc, vous voyez, on fait tout de suite référence à des textes de loi, l'exercice de l'autorité parentale, le délit d'entrave, le droit aux relations personnelles, et donc à des textes supranationaux et le territoire national, donc notre hexagone plus les dom-toms. La deuxième partie de l'objet social, c'est le soutien psychologique aux familles et aux personnes victimes, l'information des familles, aussi bien au niveau juridique que institutionnel. Et le quatrième point, c'est la participation active à la mise en œuvre de travaux et de réflexions dans l'espace public concernant justement l'entrave à l'exercice de l'autorité parentale et aussi la mise en place de collaborations nécessaires. Alors ça, c'est le cadre. Alors, qui est dans le cadre? Alors, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes des parents. Tout de suite, je vous dis que nous sommes des pères et des mères, donc des hommes et des femmes, à part égale depuis 2005. Et on n'a jamais recruté, on n'a pas fait de positive action en refusant certaines adhésions plutôt que d'autres pour rester dans les 50-50. Nous connaissons l'aliénation parentale où nous avons vécu des situations d'aliénation parentale. Ces parents sont des bénévoles formés. Alors quand je dis formés, ce sont toutes les personnes qui sont au contact des autres parents, puisque vous avez bien compris, nous sommes une association 1901, association de victimes, d'aide et de soutien aux victimes. Donc nos intervenants ont une formation INAVEM ou France Victimes dans l'accueil, le soutien et l'écoute des victimes, une association d'utilité générale. Alors ce que nous faisons pas, on ne remplace aucun professionnel. Nous ne faisons aucune expertise. On ne se constitue pas en partie civile pour les dossiers personnels. On dit tout de suite aux parents que nous n'avons pas la baguette magique, que nous n'allons pas trouver tout de suite la solution, peut-être pas du tout, et surtout que nous n'allons pas ramener leurs enfants. Mais nous avons 20 ans d'expérience et d'information sur le sujet, et c'est justement cette expérience que nous pouvons partager, aussi bien avec nos adhérents, bien sûr, mais aussi avec le grand public, puisque nous sommes une association d'intérêt général, et également une mise à disposition des professionnels. Alors pour cela, nous avons une plateforme d'information, un espace d'accueil pour les familles, et aussi des passerelles d'échange pour des professionnels. C'est-à-dire, il y a des professionnels qui peuvent s'adresser à nous, par exemple pour des AMO, en disant je comprends pas bien telle situation, je suis dans tel et tel département, est-ce que vous auriez des experts? Et là, on peut les orienter. Donc, nous sommes des lanceurs d'alerte et des passeurs d'informations. Alors le titre qui m'a été donné, c'était « Accueillir la souffrance des parents ». Alors déjà, la première chose, c'est les parents, comment sommes-nous contactés par ces parents pour pouvoir les accueillir? Deuxième question, qui nous contacte? Quelle est la demande? Et finalement, qu'est-ce qu'on peut leur répondre? Alors, comment sommes-nous contactés? Nous sommes contactés par des courriers email. Et c'est là, je pense qu'il faut bien avoir en tête que les gens qui vont s'adresser à nous, d'abord, ils savent écrire,
même avec des fautes d'orthographe, peu importe. Ils ont accès, la plupart, à des ordinateurs. Ils peuvent envoyer un mail. Donc ça sera pas nous n'allons pas représenter toute la population qui est sur le territoire français. Il faut vraiment en être conscient, nous en sommes conscients. Alors, on reçoit des messages email qui sont envoyés par le biais du site internet. Parfois, les gens nous écrivent des lettres à la main parce que quelqu'un leur a dit de contacter un CALPA, c'est peut-être un article dans une revue, et ils vont nous écrire une lettre parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur ou ils n'ont plus l'argent pour payer leur forfait internet. Nous avons également des témoignages lors de permanences aux parents qui sont faites depuis le Covid par visio. Nous proposons 2 à 3 visios par mois. Je vais en reparler après. Nous avons également des témoignages sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons un community manager qui s'occupe que de ça, donc de Facebook, de Twitter qui s'appelle X maintenant, de LinkedIn, et ça c'est très important parce que quand il y a quelque chose ou quand il y a des gens ou des articles qui lancent des controverses ou des désinformations sur l'aliénation parentale, nous on a un moteur de recherche. Dès qu'on parle d'aliénation parentale, on sait ce qui est écrit et on peut répondre. Alors, qui nous contacte? Alors, pour savoir exactement qui nous contacte, puisqu'il y a eu cette controverse, l'aliénation parentale est un argument utilisé par des pères évidemment violents, maltraitants, abuseurs, pour essayer de capter l'enfant aux mères protectrices. Donc, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus les mères qui voient plus les pères qui voient plus leurs enfants. On a essayé d'avoir une réponse à minima un peu objective, à défaut d'être scientifique. On a regardé tous les emails que nous avons reçus du 1er janvier au 31 décembre 2023. Alors ça, c'est uniquement les emails reçus à travers notre site internet, donc pas de réseaux sociaux. C'était 654 courriers. On reçoit, 3 à 4 courriers par jour à peu près. Et on a vu qui nous écrit. Alors les femmes nous écrivent davantage que les hommes. Pour 43 courriers, on ne savait pas le genre de la personne qui nous avait envoyé le courrier. Principalement, ce sont les parents qui écrivent pour eux. Mais il y a également les grands-parents qui vont écrire, les beaux-parents, parfois des enfants, pas beaucoup. Vous avez vu que sur 650 courriers, on a eu 5 courriers d'enfants, 4 filles et un garçon. Et puis les autres, ça peut être des amis, de la famille élargie. Nous n'avons pas comptabilisé les courriers des journalistes ou des professionnels. Alors, quelle est la demande? Alors, la demande, on l'a un petit peu classée. D'abord, vous avez parfois des courriers très courts. C'est un appel au secours. Au secours, mon fils est en danger avec des cris de souffrance, j'en peux plus, téléphonez-moi, je suis au bord du suicide. Donc on ne connaît pas du tout, ça c'est l'analyse du premier courrier, parce qu'après il y a d'autres courriers qui peuvent suivre. Donc le premier, la première mise en relation. Après, vous avez une autre catégorie, c'est des gens qui demandent des informations sur l'association. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes où? Et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Donc, c'est souvent une demande de service, mais visiblement de personnes qui se sont pas informées, qui n'ont pas regardé le site internet, mais qui disent voilà, j'ai un problème, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ils ont dû faire la même chose avec d'autres associations. Après, vous avez une autre catégorie, c'est des personnes qui sont déjà en cours de procédure. Donc, ils savent exactement où ils en sont, ils nous racontent un peu leur parcours. Ils ont besoin soit d'un expert, soit d'un avocat. Ils arrivent à bien justifier leur demande. Et ils connaissent les risques de la perte de liens et ce sont des gens qui ont déjà qui se sont informés, qui ont cherché à comprendre.
Les demandes spécifiques, là c'est... Alors les préventions, excusez-moi, j'ai sauté la prévention. Je sens que je suis en début de procédure. J'ai lu votre site internet, j'ai très peur de me retrouver comme les autres parents. S'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je sens que ou la mère ou le père commence à instrumentaliser, voilà. La demande spécifique et finalement la dernière catégorie, c'est juste un témoignage. Vous avez 3 ou 4 pages, parfois plus, avec un petit mot. Voilà, je vais vous raconter mon histoire. Soit j'ai été coupée de mon père pendant 10-15 ans, soit c'est un parent qui dit ça fait 20 ans ou 25 ans que je vois plus mes enfants. Je sais qu'il n'y a plus aucun recours en justice, mais je connais votre site et voilà, j'ai besoin d'écrire, merci de m'avoir lu. Alors, maintenant, je viens sur comment accueillir cette souffrance. Alors, accueillir la souffrance, c'est accueillir la parole, parce que vous avez vu, il y a des demandes de service, mais il y a de la souffrance toujours. Dans les 5 catégories dont j'ai parlé, il y a de la souffrance en transversale pour tout le monde. Quand on vous prend votre enfant, qu'on vous voyez plus votre enfant, vous avez une partie de vous-même qui n'existe plus. La parentalité est vraiment soit détruite, soit mise en suspens. Voilà. Alors, le premier accueil, évidemment, c'est de mettre la personne au centre. Parfois, ce sont des gens aussi qui nous appellent par téléphone. Avant, on avait des permanences téléphoniques pour des raisons de disponibilité des écoutants, c'est plus possible. On a laissé les visios. Alors, la personne est au centre, on l'écoute. Parfois, ils appellent la personne qu'on appelle généralement c'est moi. Soit je suis en voiture, soit au travail. Et là, on essaye de différer la prise de contact en demandant voilà parce qu'on vous demande pas est-ce que vous êtes disponible, voilà j'ai besoin d'eux. On dit écoutez voilà là je suis en voiture, on va faire la chose suivante, on va prendre un rendez-vous. Alors rendez-vous, ça sera ce soir ou demain matin. Donc déjà que la personne arrive à attendre un petit peu. En attendant, vous pouvez nous contacter et envoyer un message sur la boîte contact du site internet. Vous spécifiez bien votre nom, à quelle heure vous avez appelé. Donc c'est déjà un petit peu structuré. L'entretien personnel, c'est dans les 45 minutes, maximum 1 heure. Si ça dépasse 1 heure, c'est que la situation est très compliquée. Ça peut être un suicide d'un enfant, ça peut... voilà, et là on sent qu'il faut donner plus de temps et sans doute renvoyer la personne vers d'autres structures. Alors là, je vous apprends rien du tout. Reconnaître les émotions, je sens que que c'est une situation très difficile. Alors c'est des réponses aussi qui peuvent être données par écrit. La situation que vous nous exposez est très douloureuse. Donc nous sommes dépositaires d'un récit mais que d'une seule partie. On va pas prendre en charge le dossier en disant c'est une victime d'aliénation parentale. On a quelqu'un qui nous dit je vois plus mon enfant. On lui demande sa situation familiale, s'il est séparé, marié, depuis quand, quel est le type de lien avec les enfants. Des fois, les personnes sont paniquées mais voient leurs enfants tous les week-ends. L'état des procédures juridiques, JAF, JE, pénal. Est-ce que vous êtes entouré? Ça, c'est une question très importante. Est-ce que vous avez de la famille, un soutien familial? Vous êtes entouré, vous continuez à travailler, vous êtes en recherche d'emploi. Et une fois que la personne a parlé, on dit, bon, quelle est votre demande? Généralement, il y a un petit blanc. Bon, on va voir ensemble qu'est-ce que vous voulez. Je veux une expertise qui montre qu'il y a une aliénation parentale. D'accord. Alors nous, on ne fait pas d'expertise. Demandez à votre avocat de solliciter une expertise quand vous aurez une audience. Question, qu'est-ce que vous allez faire avec cette expertise? Ah, je veux lui prouver que c'est elle qui est en train de détruire mon enfant. Je dis, bon, on va revenir.
l'expertise est-elle très importante pour vous? On peut peut-être réfléchir aux choses qui sont importantes. Vous avez prouvé au juge que vous avez raison. Vous pouvez vous venger et dire que l'autre est en train de détruire votre enfant. Vous pouvez continuer vos procédures. Là, vous pouvez sortir le carnet de chèques pour votre avocat. Ou alors, il y a une autre option, c'est garder le lien avec votre enfant. Donc, essayez de voir, de hiérarchiser ce qui est le plus important pour vous. C'est à vous de réfléchir. Donc après, on peut avoir des questions du point de vue juridique. Comment je peux saisir le juge pour enfants? Qu'est-ce que je dois dire au juge pour enfants? Alors évidemment, on n'est pas des points d'accès au droit, donc on répond très rapidement en disant si vous avez plus besoin de davantage d'informations, vous allez voir votre avocat ou un point d'accès au droit ou directement au tribunal, ou mieux, vous lisez ça dans un livre où on a un chapitre sur le juge aux affaires familiales et juge des enfants, ou écoutez nos podcasts qui sont gratuits à disposition de tout le monde. Donc ça, c'est donner des informations. Le diriger vers des ressources, des fois c'est des personnes qui ont fait plusieurs passages en psychiatrie, donc demander s'ils ont un psychiatre, s'ils sont accompagnés, s'ils ont un psychologue, parce qu'ils viennent nous voir, ils disent non, c'est le psychologue qui m'envoie chez vous. Bon là c'est déjà une autre situation. Et surtout faire réfléchir la personne sur le choix, parce qu'on dit voilà, on a vu ensemble qu'il y a plusieurs choix possibles, mais c'est vos enfants, c'est pas les miens, c'est vous qui allez faire un choix. On peut faire la chose suivante, réfléchissez, puis rappelez-moi dans quelques jours. Alors on s'écrit, parlez-en avec votre avocat, avec vos amis, vos familles, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est secondaire. Après, donc ça, c'est une prise en charge, on va dire, mettre la personne au centre. Dire que être sûr qu'elle est un petit peu cadrée, encadrée, soutenue. Après, la deuxième démarche, c'est de contextualiser. Mon enfant me dit des choses horribles, me traite de salopard, etc. Bon, je suis filmée, je dirais pas le reste. Mais l'expliquer que, voilà, ils disent, moi, j'ai jamais été comme ça avec mes parents. Ils disent oui, et je réponds mais moi non plus j'ai jamais été comme ça avec mes parents, mais la société a changé, elle a évolué très rapidement, peut-être plus rapidement que ce que notre cerveau arrive à encaisser, et ça va un petit peu trop vite pour nos habitudes sociétales. Donc dites-vous que la société a changé. On dit les enfants aujourd'hui, ils ont changé, on reconnaît plus nos enfants. D'accord. Mais les familles aussi ont changé. Ce qu'on essaye aussi, c'est de contextualiser en disant la société, il y a un terreau qui prédispose au manque de respect, au refus de l'autorité, à la violence. Donc vous avez ce genre de réaction de la part de vos enfants, mais sachez qu'il y a des gens qui divorcent pas et dont les adolescents sont absolument odieux aussi. Donc remettons ça dans un contexte plus large. Alors c'est pas que ça fait moins mal, mais on prend un petit peu de distance par rapport à l'histoire personnelle. Alors ensuite on travaille un peu. Alors là je parle d'information, mais on va prendre les choses à l'envers en disant ne restez pas seul. Votre situation peut peut avoir des conséquences psychologiques très fortes. D'anxiété, de dépression, comment vous vous sentez. Je dis, vous vous sentez coupable. Tout le monde se sent coupable. D'ailleurs, c'est la première chose chez les victimes, c'est de se sentir coupable pour ce qui est arrivé. Coupable de n'avoir pas su protéger ses enfants, avoir eu un sentiment d'échec dans son rôle de parent qui est celui de protéger ses enfants. L'isolement, ne restez pas seul. La perte d'estime de soi aussi, qu'il faut travailler sur. Vous êtes quelqu'un d'important et vous ne pouvez donner aux autres que ce que vous êtes. Travaillez sur vous-même, non pas par narcissisme, mais parce que vous êtes une personne importante pour vous-même. Si vous me croyez pas, vous allez dans votre salle de bain, il y a un miroir, regardez la personne qui est dans le miroir.
C'est la seule personne qui va rester avec vous jusqu'au bout du bout. Essayez d'être bien avec elle, même si vous vous disputez avec le monde entier. La violence, travailler aussi la violence des enfants. Mes enfants sont très violents. Expliquer que dans ces situations d'aliénation parentale, les enfants peuvent devenir dangereux parce que ce sont aussi des enfants en danger, que parfois le juge peut prendre des décisions de transfert de résidence chez le parent aliénant pour éviter une mise en danger supplémentaire chez le parent rejeté. Qui peut aller jusqu'à l'extrême. Il suffit qu'un parent aliénant dise mets un petit peu de ce produit-là dans le café ton père et ta mère, ça lui donnera un petit mal de ventre, ce serait bien fait pour lui. C'était de la morora. Voilà. Donc des fois tout le monde, c'est des situations qui arrivent à ce point de violence où tout le monde peut être en danger. Ce qu'a dit Sébastien ce matin d'enfants qui se coupent. Moi, j'ai entendu, j'ai connu une maman dont l'enfant se coupait avec un couteau devant la femme qui faisait le repassage en disant tu vois Fatima, papa il a déjà pris rendez-vous avec moi pour moi chez le médecin demain et je vais dire que c'est maman qui m'a coupé. Comportement à risque et pensée suicidaire, on dit aux gens attention, si vous allez au point rencontre, n'y allez pas tout seul. La ceinture de sécurité, elle est dans la voiture, vous la mettez toujours parce que vous savez qu'il y a un risque et un danger. Mais là, c'est vous qui êtes en danger, vous êtes en danger dans votre tête, faites-vous accompagner. Quand vous sortez d'un point rencontre, par exemple, prévoyez une sortie au cinéma, au restaurant avec quelqu'un avec qui vous pourrez parler. Les psychiatres aussi parfois, mais on a eu rarement des conseils très pertinents par des psychiatres qui disent racontez-moi ce qui s'est passé. Donc on a un peu la sensation d'être en fait des rats de laboratoire. Expliquer que ces conséquences psychologiques auront aussi des conséquences sur leur vie sociale. Ne restez pas seul. Attention, travaillez votre réseau familial parce qu'à un moment, vous ne pourrez compter que sur l'entourage. Il y aura plus d'avocats, il y aura plus de juges, l'enfant aura 18 ans, l'avocat aura perdu une affaire, mais vous n'aurez pas perdu votre enfant. Donc, il faut trouver des ressources à court, moyen et long terme, parce que là, on est parti sur du temps long. Le prévenir sur le regard social de l'entourage, éviter les fêtes des mères, éviter toute situation où le parent se sent en danger, se sent inconfortable. Ah bah ça alors, je te plains, ça doit être dur pour toi Noël. Bon, la fête de mère, je sais pas comment tu fais, hein. Moi je me serais suicidée, hein. Alors ça c'est formidable. Donc les prévenir que les gens, on peut être très bête, et quand on est très bête, comme on dit, bête et méchant, mais parfois sans le vouloir. Donc la solitude, le recommander de trouver, chacun doit trouver ses ressources. Ne restez pas seul, investissez-vous dans quelque chose qui vous prend la tête, qui vous épanouit, et on n'a pas de conseils à donner. Chacun trouvera, en fonction de ses compétences, de son environnement, quelque chose qui lui fera du bien. Ça peut être de la marche à pied, mais voilà. En parler, oui, mais pas à n'importe qui. Généralement, les gens nous écrivent en disant « Je vais vous raconter ce qui m'arrive, c'est pas croyable. C'est incompréhensible et pas croyable. » On peut pas leur dire que c'est la 4e lettre incompréhensible et pas croyable qu'on a reçue dans la journée. Alors, devant ce sentiment un peu d'incompréhension, vous avez des parents qui vont écrire aux députés, aux ministres, à Brigitte Macron, qui vont saisir l'ONU et qui vont nous téléphoner en disant, vous savez, ma situation, tout le monde est au courant. D'ailleurs, Brigitte Macron m'a répondu. Là, on est déjà devant un autre souci.
d'expliquer qu'il y a des gens qui ont des compétences, d'autres qui n'ont pas. C'est pas parce qu'on a une réponse par le secrétaire personnel de Brigitte Macron qui voit arriver 3 camions bennes par jour à son cabinet que forcément on a eu une réponse. Mais voilà, c'est quand on n'a pas de réponse des institutions, que en bons citoyens on pense qu'elles vont fonctionner, on fait appel à Dieu, au ministre, à Dieu, et voilà, on va sous le chêne, hein. Saint-Louis. Le prévenir de l'impact sur la vie quotidienne. Faites très attention. Vous pouvez oublier, payer les factures, on verra après. Mais les gens, on peut se négliger, manger n'importe quoi. Il y a une perte d'identité. On prévient. Vous continuez à être quelqu'un. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas vos enfants que vous n'êtes pas quelqu'un. Et ça, c'est vous, aujourd'hui, c'est vous qui êtes important. Parce que si un jour les enfants reviennent, faut pas que vous soyez alcoolique, drogué, sous les ponts, et en plus, ils vont avoir 4000 € d'EHPAD à payer pour vous. Ils le feront pas. Donc, restez debout, droit dans vos bottes. Des fois, les gens nous disent, oui, mais j'écris, j'ai pas de réponse. Bien sûr, mais vous n'avez pas la baguette magique, vous pouvez pas faire et les questions et les réponses. La question, elle vous appartient, mais la réponse, elle appartient à l'autre. Donc, faites ce qui vous semble juste à vous en tant que parent, sur votre place de parent, dans vos bottes de parent. Soyez alignés dans vos valeurs. La réponse et les autres, leur réponse leur appartient. Vous pouvez pas essayer de tout gérer et de tout contrôler. Alors nous avons effectivement des parents qui se posent des questions sur la transmission. Et là c'est la chose la plus douloureuse parce qu'il y a l'instant présent, il y a l'après et en fait il y a l'au-delà. Et là, il n'y a plus rien. Donc, pourquoi j'ai travaillé, on sait bien qu'on va tous mourir un jour, mais on meurt un petit peu moins quand on a transmis quelque chose. En fait, c'est la seule façon de pas mourir. Et là, on peut pas transmettre. Il n'y a plus rien. Donc, c'est c'est comme une voie sans issue. On en parle rarement, mais là, c'est une douleur métaphysique très, très grande. Et évidemment, la difficulté à se projeter en avenir. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, la phrase qui tue, qu'est-ce que tu fais pendant les vacances scolaires? Quand on n'a pas d'enfants, d'abord on a rien de scolaire et on n'a surtout pas de vacances. Donc la vie est rythmée du jour au lendemain et surtout pas les vacances, encore moins les vacances, les jours festifs avec en communauté. Et voilà. Attends. Ah, suivant. Voilà. Alors évidemment, tout ça, les conséquences psychologiques qui vont altérer, qui vont impacter énormément la vie sociale, vont également impacter la situation économique des parents rejetés. Au travail, un divorce conflictuel, c'est un emploi pratiquement à plein temps. Donc les difficultés sur le lieu de travail. 1, parce qu'on a le stress. 2, parce qu'il faut répondre à l'avocat. 3, on pense aux procédures. Donc, on a face l'absentéisme, la baisse de productivité, des conflits en interne, les collègues qui parlent mon mari, mes enfants, mes petits-enfants. Donc, la personne forcément va se mettre à l'écart, ne peut pas participer à ces conversations et en éprouve une douleur très très forte. Donc à court ou moyen terme, c'est des risques de licenciement, de démission et là un petit peu la plongée loin du travail. Difficulté à faire confiance.
On se méfie un petit peu de tout le monde. Les gens on ne parle à personne. Ou au contraire, et je vais revenir. Alors les gens disent non, mais je peux parler à personne. Je dis bon, vous avez parlé à Kalpa, c'est déjà un premier pas qui est pas mal. Donc on peut faire un petit peu de travail sur la confiance en soi. Alors ça sera très élémentaire. Vous allez dans une boulangerie et vous demandez un croissant. On va vous donner un croissant et là vous dites non, je veux pas celui-là, je veux l'autre. C'est juste pour dire que ce que je veux pas. Alors j'ai dit vous n'allez pas tous les jours dans la même boulangerie, hein. Mais voilà, c'est dire ce qu'on veut pas, essayer de travailler sur reprendre confiance en soi. Reprendre confiance aux autres, c'est beaucoup plus compliqué, ça prend du temps. Et au contraire, ces personnes qui sont dans la souffrance sont extrêmement vulnérables. D'abord, parce qu'on n'a pas de solution on n'en trouve pas de solution en justice. Le psy vous écoute, mais généralement, on remue le couteau dans la plaie. Puis il y a toujours une voisine qui va vous dire, attends, j'ai un truc, tu vas voir, c'est formidable pour savoir si tes enfants vont revenir. Et là, je vais citer, il y a la femme du charcutier qui a un don. Et donc, elle sait tirer les cartes ou elle fait tourner les tables. Et donc, elle va vous dire comment sont les enfants, où est-ce qu'ils sont, s'ils pensent à vous et s'ils vont revenir. Alors évidemment, on est prêt à, je sais pas, aller jusqu'en Sibérie à quatre pattes pour retrouver ses enfants. Mais si c'est la femme du charcutier, c'est pas très loin. Bon, ça va coûter un petit peu, mais pas trop. Mais imaginez la déception. Vous avez d'autres personnes qui vont rentrer dans des groupes de bien-être, de thérapie à la perlimpinpin, et puis après c'est 100 €, c'est 200 €, c'est 300 €. On est dans un cercle contenant, c'est difficile d'en sortir. Donc on les prévient, attention, quand tu cherches surtout à trouver un sens à ta douleur. Ta douleur est là, elle va persister, elle va durer un certain temps. Parce que priver un parent de son enfant, c'est la pire des choses. Moi, j'ai des amis qui ont dit, j'aurais préféré qu'on me coupe un doigt, ou même une main, mais pas qu'on me retire, pas que l'autre me kidnappe mes enfants. Donc, quand on cherche à donner un sens, parce que la souffrance est insoutenable, quand on cherche, il y a toujours un escroc qui vous trouve. Et ces escrocs sont assez nombreux, ils vivent de ça, c'est leur job et ils ont une grande compétence. L'instabilité financière, donc perte d'emploi, des coûts juridiques qui peuvent augmenter, surtout si vous avez des avocats. J'ai le meilleur avocat, tu sais, celui qu'on a vu à la télévision. Alors là, c'est pas 1 000 € la procédure, c'est 10 000 € la procédure. Donc la personne, on essaye de la raisonner en disant tu ferais bien peut-être de voir d'autres avocats, demander est-ce qu'il y a un contrat d'honoraires. Non, mais c'est la meilleure. Résultat, emprunt bancaire, perte d'emploi, un emprunt, précarité financière. Et plus la personne sombre, évidemment, moins elle sera en mesure d'inspirer de la confiance à un juge qui doit décider chez qui comment va se passer la répartition du temps de résidence. L'accumulation de dettes et surtout l'absence, les ressources, il y aura plus assez de ressources pour se reconstruire après. Parce que là, c'est déjà difficile, mais le après peut devenir encore plus compliqué. Parce qu'il faut pas croire que les enfants vont revenir avec un happy end dans les séries américaines. Tu m'as manqué, j'ai pensé à toi toutes les nuits. Les enfants reviennent, peuvent repartir. On en parlera peut-être un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut, une fois qu'on a énuméré un petit peu tous les risques, et on a invité les parents à ne pas être seuls, à être entourés, quelqu'un qui ouvre leur courrier, parce que quand on est au début de procédure, à chaque fois qu'on a une lettre, c'est une catastrophe. Donc
les lettres s'accumulent, donc il y a des factures à payer, les lettres de l'avocat, demander à une tierce personne de s'occuper de tout ce qui est financier. Parce que la seule chose qui compte, c'est l'enfant. On grille les feux rouges, on met un téléphone avec son avocat, on perd tous ses points, on fait 2 stages de récupération de points, mais en fait, on s'en fout complètement, quoi. Et pendant ce temps-là, les factures s'accumulent. Donc, de déléguer, de dire, voilà, il y a une chose, l'avocat, il doit faire du droit. Un psy, tu peux pleurer avec le psy. T'as un bon copain ou une copine qui va s'occuper de tes factures. Parce que c'est une affaire tellement complexe qu'il faut s'y mettre à plusieurs, sinon tu vas pas t'en sortir. Alors, qu'est-ce que nous, en tant qu'association, on offre, on propose à nos adhérents? Alors ça, c'est vraiment pour les adhérents. Déjà, un espace privé sur notre site internet où il y a des ressources bibliographiques, ça peut être des décisions judiciaires, des expertises, un forum d'échange. On envoie des newsletters d'information 2 fois par mois. Aux adhérents et aux ex-adhérents, ça veut dire qu'il y a à peu près 1000 personnes qui reçoivent ces informations. Alors elles peuvent se désinscrire, hein, c'est pas du harcèlement, mais elles font tout de même, elles font partie d'une communauté, même s'ils sont pas actifs. On n'a pas besoin d'avoir un chèque. Ah oui, j'ai pas dit, on n'a pas de subvention, nous sommes complètement autonomes. Et donc ils peuvent répondre, ils peuvent revenir. Donc des fois c'est tellement lourd, ou alors on a trouvé des réponses à sa situation. On part 2-3 ans, puis après il y a quelque chose qui vous intéresse et on revient dans l'association. Des conférences gratuites qui sont faites par des professionnels, parce que j'ai l'habitude avec le bureau d'aller aux conférences de Coutenceau, la Ligue française pour la santé mentale. Et puis un jour, on s'est dit, c'est tout de même formidable, c'est tous ces professionnels qui parlent à des professionnels au sujet des parents. Et les parents, ça devient une construction sociale. Il y a les agriculteurs, il y a les ouvriers, il y a les parents. Et en fait, on parle de nous et nous, on est objet pour des professionnels. Et on s'est dit, ben non, on va faire, on va inviter les professionnels à parler pour nous. Et c'est nous qui serons demandeurs. Donc, on a lancé une masterclass qui s'appelle Séparation parentale responsable. On n'a pas trouvé quelque chose de plus propre sur soi. Et donc, nous avons des webinaires tous les mois, tous les 1 mois et demi. On a commencé avec Gérard Poussin, on a eu 2 webinaires avec Marc Juston qui est ici dans la salle, on a un webinaire avec une avocate. Donc, on va chercher les personnes qui sont à même de parler à des parents. Et là, ça permet à 60, 70, on a eu jusqu'à 80 personnes de partout, de France et des dom-toms qui sont logués et qui voient, c'est par Zoom. Et là, il s'est dit, ah ouais, je suis pas tout seul. Parce qu'une chose, c'est d'écrire et de lire. Une autre chose, c'est de voir de ses yeux des tas de visages qui vont s'afficher et de lire tous les commentaires qui vont, au fur et à mesure, surgir sur le chat. Alors, vous avez ceux qui commentent tout le long de l'intervention. Vous avez 5 ou 6 personnes qui chattent, et moi, et toi, et toi, voilà. Dans mon cas, ça n'a pas été comme ça. Dans ton cas, ça a été comme ça. Vous avez ceux qui vont lire les chats. Et donc, on a à peu près 1 heure, 1 heure et demie une bonne heure d'intervention, et après 1 heure de questions-réponses, en disant, vous ne donnez pas votre cas spécifique, vous posez des questions qui sont plus généralistes. La partie webinaire avec le professionnel est enregistrée. Celle avec les questions-réponses, elle est enregistrée, mais elle sert à rien. Elle part dans les archives, on n'en fait rien. Alors, je vais vous dire après, qu'est-ce qu'on fait avec les webinaires qui sont enregistrés? On en fait des podcasts qui sont à disposition du grand public. Donc, on voit pas les visages. Les podcasts sont montés avec des jingles. Voilà. C'est fait aussi par quelqu'un qui est un professionnel du podcast. Donc, on a essayé de monter une équipe. Les parents,
Voilà, avec un community manager, quelqu'un qui fait les newsletters, un autre qui assure la sécurité du site, le technicien pour les Zooms et les podcasts. Alors, qu'est-ce qu'on propose aussi aux parents? C'est des rencontres en présentiel avec d'autres parents. Alors, ça ne peut être que des adhérents parce qu'il y a la problématique du respect de la vie privée. Tout de même, nous sommes tous dans des procédures. Les gens sont dans des procédures qui veulent pas voir étalées ni dans les journaux ni chez les journalistes. Donc, les rencontres se font soit de façon informelle. 2 ou 3 fois par an dans un petit restaurant, soit à Paris, soit à Bordeaux, soit à Toulouse. Et on a des rencontres qui sont plus institutionnelles à Acalpa. Évidemment, c'est l'Assemblée générale, avec un repas offert par Acalpa à tous ceux qui se sont déplacés. On a le Forum des associations de la ville de Chaville, qui nous connaît depuis 15 ans. Et aussi, on a une fête, la fête de Noël. Alors, je vais vous en parler rapidement parce que c'était la première rencontre des parents. Il y a plus de 15 ans, une amie, enfin une maman qui a dit, moi j'ai passé Noël sous la couette du 24 au 2 janvier. Alors, ça faisait un peu long pour rester sous la couette. Moi-même, j'ai vécu 15 ans au Brésil où c'est un pays où on a une habitude en fin d'année de célébrer la fête de l'ami occulte. C'est-à-dire c'est un échange de cadeaux, les enfants à l'école, les adultes sur le lieu d'habitation, entre voisins ou dans l'immeuble, et aussi en famille. Donc c'est dons et contre-dons et renouer le lien social pour l'année qui vient. Donc c'est dit, bon, on va faire pareil. Ça va pas être Noël, ça va être 15 jours avant Noël. On l'a fait à mon domicile parce que j'ai la chance, ma mère était encore vivante, on avait la chance d'être accueillis dans une maison. Donc on n'avait plus d'enfants, on a partagé une maison, une grand-mère et un chien. Et un sapin de Noël, puisqu'on a acheté un grand sapin de Noël et chacun venait. Donc il faut venir avec un cadeau qui est déposé au pied du sapin. Et après, à la fin du repas, le cadeau est tiré au sort. Alors, c'est pas vraiment au sort. Il y a quelqu'un qui doit se retourner. Enfin, il y a tout un cérémonial pour donner les cadeaux. Et il y a le repas de Noël. Et ce que je disais, le premier investissement matériel d'Acalpa, c'était des flûtes à champagne pour le premier Noël d'Acalpa. Parce que, oui, tous ses parents, ils ont droit, et on a fait un Noël classique, saumon, dinde, enfin, toute la panoplie culturellement habituelle ici en France. Alors, des fois, nous étions alors, les personnes, vous savez pas d'abord qui est RSA, qui est chef d'entreprise. Les gens viennent tous comme un réveillon avec un cadeau. Alors peu importe le cadeau, il y a des gros cadeaux, il y a des petits cadeaux, mais le principal c'est l'échange. Voilà. Et une fois, nous étions très très nombreux, plus de 40 dans ma maison. Il a fallu enlever la porte, des meubles, et on était vraiment très très serrés, pratiquement assis sur les genoux des autres. Et là, c'est pas possible, on va pas pouvoir tenir tout le repas comme ça. Alors on va faire la chose suivante, on va changer de place après chaque repas, puisque c'est un repas à 3 services. L'entrée, vous vous asseyez. Alors on peut venir en couple avec son nouveau conjoint, vous vous asseyez où vous voulez. Après, ceux qui ont préparé le repas, c'est pas eux qui vont servir, c'est d'autres qui vont servir. Au deuxième service, il y en a un qui va changer de place. Et au troisième service, au dessert, on va rechanger de place. Vous gardez votre verre, votre couvert et vous laissez tout impeccable parce qu'il y aura quelqu'un d'autre assis à votre place. Alors, il se trouve que le premier service, comme on n'avait pas beaucoup de place du tout, c'était des petites assiettes en carton. Vous allez comprendre. Les gens se sont assis, chacun a parlé de soi. Voilà ce qui m'arrive. Et à la fin du premier service, on a jeté l'assiette en carton.
Deuxième service, ils se sont déplacés à côté de quelqu'un d'autre qu'ils connaissaient pas. Ils ont demandé, et toi, c'est quoi ton histoire? Ils ont parlé à l'autre. C'était des assiettes en dur. On arrive au troisième service, où il y avait de nouveau des assiettes en carton. Alors là, c'était le champagne, le chocolat, c'était faites-vous plaisir. Et on a acheté l'assiette après. Et c'est un Noël qui est resté absolument mémorable. Alors non pas par la quantité de bouteilles vides qui sont sorties après cette soirée, mais un petit peu par la dynamique et l'accueil des nouveaux. Puisque pour ces fêtes, ce repas de Noël, il y a les anciens qui sont toujours là et on accueille les nouveaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait le réseau solidaire? Eh bien, les mises en relation sur demande avec des professionnels et la participation à des projets ou des événements. Là, je vous ai raconté Noël. Et nous avons des adhérents qui ne viennent que pour Noël. Mais c'est super important, ils vont jamais rater un Noël parce que c'est recharger les batteries pour toute l'année qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour les gens qui ne sont pas adhérents? Alors ça, c'est en open space, c'est pour tout le monde, c'est en libre accès. Évidemment, notre site internet, où on a annoncé d'ailleurs la journée d'aujourd'hui, nos permanences par visio qui sont ouvertes à tous les parents. Il faut s'inscrire. Le permanent prend en charge 7 personnes, pas plus. Maximum 8, mais comme le principe c'est l'échange entre parents, c'est très difficile d'avoir plus de 7 personnes. Nous avons donc les réseaux sociaux animés par le community manager. On n'a pas besoin d'être adhérent. On va sur Facebook, on échange, voilà. Les podcasts des webinaires. Là, je vous invite à aller sur notre site internet, sur la page d'accueil, sur la partie de gauche. Vous cliquez, vous tombez sur une plateforme SoundCloud. Et aussi, nous avons une plateforme de e-télé sur Dailymotion avec des films, des vidéos, on a essayé des témoignages, on a énormément de choses. Alors, j'ai mis le contact par téléphone en tout petit parce que généralement, c'est mon téléphone personnel. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, nous avons, qu'est-ce qu'on peut donner? On peut surtout partager notre expérience. Nous ne sommes pas avocats, nous ne sommes pas psy. Notre expérience est la suivante, c'est comment les parents ont réussi à garder un lien avec leurs enfants ou comment est-ce qu'ils ont réussi à retrouver leurs enfants. En fait, on a fait une recherche, on a fait un questionnaire pour nos adhérents qui a retrouvé ses enfants et comment. Et je pensais qu'on aurait au moins un mode d'emploi. Il y a eu 21 réponses différentes. Donc, ce qui caractérise, c'est en fait la singularité des situations. Et ça, on le dit bien aux parents, on va pas vous donner de conseils parce qu'on va vous mentir. On peut vous dire comment les gens ont pu retrouver ce que les autres ont fait, ce que les autres n'ont pas fait, et c'est à vous de réfléchir en fonction des compétences et de l'environnement qui peut vous aider, ce que vous pouvez faire. L'expérience, alors ça veut pas dire qu'on a forcément son enfant, mais c'est là où on a le plus de chances de garder un lien. C'est chercher de l'information. C'est pas du style j'ai entendu parler que l'aliénation parentale, parce qu'il y a ce biais que plus on parle d'un phénomène, plus les gens sont persuadés d'être dans cette situation-là. En fait, on ne le sait pas du tout. Il y a des gens qui s'adressent à nous, qui sont peut-être maltraitants, qui ont peut-être il y a peut-être des raisons, d'autres raisons qui expliquent la rupture de lien. Donc, on a un narratif, on le prend tel qu'il est donné et on essaie d'orienter les personnes en fonction. Alors, ce qui est sûr, c'est que le soutien familial, amical et professionnel est absolument essentiel. Tout seul, c'est très difficile. De garder le contact avec l'enfant, malgré tout. Des fois on dit envoyer une carte postale, en disant juste Lulu, je te souhaite de bonnes vacances, ta maman qui t'aime beaucoup. Carte postale ouverte.
ok, peut-être que Lulu va la lire ou pas, mais le facteur l'aura lu, les voisins l'auront lu, donc c'est un peu, c'est ouvert. Ne pas jamais demander de choisir. Est-ce que tu vas aller en vacances chez ton père ou chez ta mère? L'avocat, choisir son avocat. Alors c'est assez paradoxal, les gens choisissent leur voiture, leur garagiste, vont faire plein de boutiques pour avoir les vêtements qui vont bien. Et puis au moment de choisir son avocat, c'est l'affolement total. Alors que on est dans une situation où d'urgence et d'essentiel. Être reçu, alors le juge, évidemment, on peut avoir un juge qui est investi, qui comprend bien, qui a respecté les deux parents, qui a été intransigeant, qui a rappelé le parent à l'ordre. Et aussi, si vous avez été pris en charge par des travailleurs sociaux, investis, bien formés, sans idéologie. Alors, je relis la dernière phrase. Pris en charge par des travailleurs sociaux investis, bien formés et sans idéologie préconçue. Voilà. Alors, des parents disent, oui, j'ai eu tout ça et j'ai toujours pas le lien avec mes enfants. Alors, c'est pas une solution miracle, mais voilà, c'est un petit peu les petites pierres blanches, les pierres blanches de Petit Pousset qui pourra retrouver son chemin. Alors, en conclusion, nous, on voit des parents qui viennent chercher des conseils, des informations et des solutions. Alors aujourd'hui, ils ont déjà beaucoup d'informations, ça fait 20 ans qu'Alpa existe, ils ont des informations. Les conseils, on peut les orienter. Les solutions, on n'a pas de solution miracle à leur donner. Mais ce qu'ils vont découvrir, c'est qu'ils sont pas seuls. Voilà. Merci beaucoup, Olga. Bon, il y aura un long temps d'échange en deuxième partie de l'après-midi, mais est-ce que quelqu'un a une question là importante à poser des... Oui. Alors, si on a parlé des réseaux sociaux, alors un des conseils, là c'est vraiment un conseil, une invitation plutôt pour les parents qui ont perdu le lien avec leurs enfants, c'est d'avoir une page Facebook et de l'alimenter régulièrement avec sa vie personnelle. Parce que les parents, généralement, nous on cherche des infos sur nos enfants, si plus où ils sont, mais on regarde où? Sur les réseaux sociaux. Sur Facebook. Alors par réciprocité, eux aussi ils peuvent regarder sur Facebook. Notamment notamment pour les anniversaires, parce que des fois les personnes on sait pas où ils sont, on n'a pas d'adresse, on n'a pas d'email. Alors il y a tout un groupe de parents pour les anniversaires. Eh bien on met un petit mot sur Facebook. Alors là, c'est un mot qui est absolument épouvantable, qui nous vient de Belgique, une fille qui s'appelle Nancy. 7765 jours sans mes parents, sans mes enfants. Et puis, il y a les autres qui répondent, François, moi, c'est 21 ans. Une autre façon plus sympathique, quelqu'un qui dit aujourd'hui c'est toi Anaïs qui fête tes 33 ans. Évidemment on n'a pas le droit de mettre la photo de son enfant, même si on l'a trouvé sur Facebook, rappelez-vous bien. Je te souhaite autant de bonheur que moi j'ai eu à ta naissance. Merci. Est-ce que l'une d'entre vous a une question à poser maintenant? Merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé depuis le début de ma situation, mais avec ce que vous venez de dire, Facebook peut être employé par le papa. Et donc du coup, je ne publie plus parce que c'est contre-productif. Voilà. Donc je suis perdue comme tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Ce que je fais n'est pas bien. Ce que je fais pas est pas bien. Donc voilà, mais effectivement, j'avais mis aujourd'hui, félicitations à tous ceux qui sont nés ce jour-ci. Voilà.
Alors forcément, dans les situations d'aliénation parentale, le parent rejeté, il est comme dans un jeu télévisé où tout ce qu'il fait, c'est échec, échec. Et il faut sortir du jeu. Et c'est pour ça qu'on invite les parents à dire qu'est-ce qui, à toi, te semble juste. Parce que de toute façon, si tu joues, tu auras toujours tort. Oui, beaucoup de parents perdent tous leurs repères et parfois on leur demande mais s'il n'y avait pas eu toute cette situation en tant que mère, en tant que père, qu'auriez-vous fait là? Vous y seriez allé ou pas là, aux portes ouvertes du collège? Vous y seriez? Bah, faites-le, enfin, essayez d'être authentique, quoi. Alors c'est pour ça qu'il faut être courageux. Il faut être entouré pour avoir le courage. Si vous n'y arrivez pas, faut demander de l'aide à un médecin. Mais il faut être là à l'école. Il faut être là surtout à toutes les audiences. Et vous avez des parents qui vont pas aux audiences au juge des enfants. Et après, ils s'étonnent qu'il y ait des décisions qui ont été prises en leur absence. C'est votre enfant, voilà. S'il était dans un hôpital, malade avec le cancer, vous l'auriez pas abandonné, vous seriez resté jusqu'au bout. Dans les tribunaux, c'est pareil. Merci beaucoup, Olga. Nous allons maintenant écouter Marc Juston, et puis il y aura après Madame Fivaz et tout ce temps d'échange. Bonjour à tous et à toutes. Je vous cacherai pas que, compte tenu de mon âge, à cette heure-ci, c'est l'heure de la sieste. Moi, je viens de Nîmes. Je viens de Nîmes et en général, c'est l'heure du café sous un olivier avec une lecture ou la sieste, tout simplement. Donc, vous m'excuserez, peut-être je serai pas très actif, mais je vais essayer de l'être encore quand même malgré l'heure. Je voulais tout d'abord vous dire que malgré mon âge, je continue à intervenir actuellement parce que je trouve que l'enfant est vraiment l'oublié de notre société au XXIe siècle et que notamment dans le cadre de l'aliénation parentale, l'enfant est vraiment victime avec le parent aliéné et qu'il faut continuer à intervenir. Alors, je voudrais remercier Monsieur Sébastien Dupont ce matin. Je vous cacherai pas que j'ai été ébloui par son intervention. Je préfère qu'il n'entende pas ce que je vais dire. J'ai rarement entendu une intervention aussi complète sur l'aliénation parentale et j'espère que rapidement il interviendra à l'École nationale de la magistrature et dans les écoles d'avocats qui ont bien besoin de réfléchir à ce fléau qu'est l'aliénation parentale. Je voulais dire simplement sur l'intervention de Monsieur Sébastien Dupont que il y a une autre cause de l'aliénation parentale qui se révèle encore plus présente pour moi actuellement, c'est l'argent. Actuellement, je suis médiateur, je suis magistrat à la retraite et je suis médiateur et notamment civiliste et je m'occupe essentiellement des successions et des liquidations de communautés. Et dans les liquidations de communautés, combien de situations l'un des deux parents ne voit plus ses enfants. Tout simplement parce que l'argent a été le nerf de la guerre et a porté les gens à se détester, à se détruire, au point que les enfants ont abandonné l'un des deux parents. L'enfant est complètement pris entre ses parents et aliéné par indirectement l'argent. Et c'est vraiment une situation que je trouve de plus en plus présente. Je dirais, je fais beaucoup de liquidations de communautés et des liquidations de communautés qui très souvent sont en appel. Et les parents sont séparés depuis 5-10 ans et l'un des deux parents ne voit plus l'enfant ou ses enfants. Voilà, je voulais vous dire ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'avais peu appréhendé quand j'étais magistrat sur le terrain. Et un deuxième point, je voudrais remercier Olga Odinez parce que c'est un peu grâce à elle que je me suis intéressé à l'aliénation parentale. En 2007, elle était venue m'écouter. Vous savez que je suis un fanat de la médiation familiale. Elle était venue m'écouter. Elle m'avait demandé d'intervenir sur un thème, la médiation familiale comme principe de précaution à l'aliénation parentale. Et c'est vrai que c'est un point que je développe de plus en plus, médiation familiale comme principe de précaution. Et grâce à elle, j'ai écrit après 2-3 articles et j'ai parcouru l'autre jour. C'est des articles qui datent de 2011 et 2012. Le premier, c'était le syndrome d'aliénation parentale, élément de réflexion du JAF, et l'autre article, l'aliénation parentale, prévention et traitement par le JAF, qui était paru dans des articles, dans des revues juridiques. Et
je les ai relus et ils sont toujours d'actualité. Vous m'excuserez, je n'ai pas de PowerPoint, je suis un peu ramier, excusez-moi, entre guillemets, je n'ai pas eu le courage de faire un PowerPoint, mais je vous renvoie à mes articles. Et j'avais fait un autre article aussi et qui me tient beaucoup à cœur. Je l'avais intitulé « De la résidence alternée à l'aliénation parentale ». Ça voulait dire simplement que les parents n'étaient pas d'accord sur la résidence alternée, mais que, notamment l'un des deux, et que ce parent essayait de détruire l'autre parent pour que la résidence alternée capote. Et l'aliénation parentale s'installait à cause de la résidence alternée. C'est vraiment un point qui m'avait fortement marqué quand j'étais en fonction de magistrat sur la résidence alternée. Sur ces articles, moi, je reviendrai simplement sur un point. C'est vrai que j'ai utilisé dans mon premier article le terme de syndrome d'aliénation parentale. Je ne cacherai pas qu'actuellement, en tant que juriste, je retirerai ce terme de syndrome parce que je suis juriste et je n'ai pas des qualités médicales ou je suis dans l'incapacité de dire si c'est un état pathologique. Cette connotation médicale m'échappe un peu, donc actuellement je retire le terme de syndrome. Ce que je voulais dire aussi, c'est que actuellement dans notre société, on aborde deux thèmes par rapport à l'enfant, les conséquences par rapport à l'enfant, les violences intrafamiliales et les violences sexuelles sur l'enfant, l'inceste. Alors ce sont deux thèmes majeurs. Mais moi, sincèrement, quand je lis certains articles des personnes qui défendent, des professionnels qui défendent à raison les violences intrafamiliales, les thèmes des violences intrafamiliales et les violences sexuelles, quand je vois qu'elles écartent la notion d'aliénation, je me dis, mais ces personnes, ces professionnels n'ont rien compris à la problématique de l'enfant et des violences commises sur l'enfant. L'aliénation est une vraie maltraitance, vous l'avez bien dit, monsieur Dupont, ce matin, c'est une maltraitance. Et quand je pense que ces professionnels ont côtoyé l'enfant, ont côtoyé des situations familiales, que ces professionnels écartent cette notion d'aliénation, je suis atterré. Personnellement, j'ai divorcé, je crois, j'ai calculé un jour, j'ai divorcé ou séparé 35 000 couples, et j'ai entendu des milliers d'enfants. Mais l'aliénation, c'est une vraie réalité. Qu'on utilise le terme, excusez-moi, maintenant on utilise tous les termes pour signifier la même chose. Aliénation, emprise, manipulation, c'est un peu la même chose. Bon, c'est vrai que si on est puriste, on essaye de distinguer ces termes, mais c'est une vraie réalité. Pour ma part, moi, je donne cette définition suivante de l'aliénation parentale. Je trouve que ça recouvre les situations dans lesquelles un enfant ne veut plus voir sans motif sérieux l'un de ses deux parents en raison de la manipulation et de l'emprise de l'autre parent sur l'enfant. Le parent, et pour moi c'est important, le parent rejeté n'étant auteur ni de violences intrafamiliales démontrées, ni de violences sexuelles démontrées sur l'enfant. L'aliénation existe, même s'il y a dans les situations, il n'y a ni violence intrafamiliale, ni violence incestueuse sur l'enfant. Alors c'est vrai que ceci dit, par le passé, j'ai eu deux lectures intéressantes et qu'on devrait remettre à l'ordre du jour. Moi je suis content de l'intervention de M. Dupont, mais Caroline Eliacher, je pense que la plupart d'entre vous ont connu cette pédopsychiatre, cette psychanalyste qui maintenant a 80 ans, mais qui a écrit des choses intéressantes, notamment la famille dans tous ses états. Et elle dit, dans un de ses articles, un très grand nombre de divorces s'accompagnent de l'aliénation de l'enfant à l'un de ses parents et de l'exclusion de l'autre. Il paraît impossible à un parent aliénant de respecter l'autorité parentale. L'enfant répète très souvent un discours appris. Fin de citation. Et puis, bon, moi, je suis allé plusieurs fois au Québec. Et au Québec, il y avait j'ai été séduit par un psychologue qui s'appelle monsieur Hubert Van Jen, qui dit, dans 50% des affaires, je rencontre une aliénation parentale sérieuse. Ce psychologue constate que dans une affaire sur deux dont il est saisi,
il constate une aliénation parentale sérieuse. Alors, pour donner une note un peu souriante de cette intervention, je voulais vous dire que moi, j'étais président d'un tribunal dans le sud de la France, de Tarascon-Arles, et je suis nîmois. Et à Nîmes et Tarascon, il y a un auteur célèbre que vous connaissez quand même tous et toutes, qui s'appelle Alphonse Daudet. Et Alphonse Daudet a écrit un livre que je vous conseille à tous et à toutes, même s'il est introuvable, mais il est trouvable sur Internet, en libre circulation. Ça s'appelle Rose et Ninette. Et dans ce court roman, Daudet, il développe que les enfants des divorcés ne sont pas seulement des victimes dans leur rapport avec leurs parents, ils agissent souvent comme des bourreaux à l'égard de l'un des parents en raison du comportement de l'autre parent. Et il décrit ça très très bien. Il a 2 filles, il s'appelle Fagan, et il décrit très bien l'évolution de ses enfants par rapport à lui dans le cadre de l'aliénation. Et le roman montre la rapide dégradation des rapports entre le père et ses 2 filles, qui malgré elles jouent le rôle de pions et d'enjeux dans la guerre que les ex-époux continuent à se livrer. Le père se trouve dépossédé de son rôle de père et contraint à s'effacer devant le beau-père. C'est vraiment un sujet de toute époque, qui a existé depuis fort longtemps. Ceci dit, dans mon ancienne juridiction, nous avons essayé de réfléchir à cette problématique et nous avons créé un groupe de travail qu'on n'a pas appelé le groupe de travail aliénation parentale, certains y étaient opposés, donc nous avons appelé ce groupe de travail le dysfonctionnement parental grave. Dysfonctionnement parental grave. Et c'est vrai que nous avions conscience, notamment une JAF qui était formidable, Madame Allard pour pas la nommer, nous avions conscience qu'en tant que JAF, que pèsent nos jugements, qu'ils soient bien réfléchis, bien pensés, bien rédigés, que pèsent nos jugements face à des situations d'aliénation, face à ces situations dans lesquelles un parent veut vraiment faire le maximum pour que l'enfant ne voit plus l'autre parent. Donc nous avons réussi à créer un groupe de travail et nous avions réfléchi à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de la prévention. Comment prévenir l'aliénation parentale si c'est possible. Et un second niveau, à partir du moment où l'aliénation a été installée, comment la traiter le plus modestement possible. Attention, nous n'avons pas la vérité, nous avons réfléchi, c'est tout. Comment la travailler dans le judiciaire. Mais avant d'examiner très rapidement le thème de la prévention et le thème du traitement, je voulais dire 2 points, et un point qui a été soulevé par Monsieur Dupont ce matin et auquel j'agrée fortement, c'est que l'aliénation parentale n'est pas genrée. On a l'impression à entendre certains mouvements que ce sont que les pères qui sont aliénés, et que ce sont que les mères qui sont aliénées. Non, ce n'est pas genré. Et je voulais vous donner 2 exemples très parlants. Moi, j'ai vraiment, un jour, ça m'a marqué fortement. Vous savez que le JAF est chargé du recueil de la parole de l'enfant, et une jeune fille de 15 ans m'avait écrit pour me dire « Je ne veux plus voir mon père, je veux être entendue par vous ». Et lorsque je me rends à la salle d'audition, qu'est-ce que je vois? Sur un banc, le père, à 50 mètres, qui était assis sur un banc, et sur un autre banc, la mère debout, la jeune fille assise sur un banc. La fille était complètement coachée et scotchée par sa mère. Comment voulez-vous dire qu'après, cette manière d'être, comment voulez-vous qu'après, elle ne reporte pas la parole de sa mère? C'est des situations qui sont... Et je vous cacherai pas qu'après, on l'a entendu, et effectivement, c'était un discours anti-père à 100%, auquel elle n'avait rien à reprocher, si ce n'est les reproches de la mère. Et un autre exemple, 3 enfants qui avaient 10, 12 et 15 ans, qui m'ont écrit pour me demander à être entendus, et entendus séparément, ils m'ont indiqué qu'ils ne voulaient plus voir leur mère. Leur discours était pratiquement identique. Ils reprenaient la souffrance de leur père dans le cadre de la séparation. Tout ça pour vous dire donc que ce n'est pas genré. Il y a des situations d'aliénation dans chaque cas.
Et deuxième point, face à ces situations, je crois qu'il faut passer du temps en tant que magistrat. Malheureusement, l'immense majorité des magistrats n'ont pas ce temps ou n'ont pas envie de passer ce temps. Il faut faire du cas par cas. C'est vrai que il faut pas une solution toute prête. Il faut pas faire du sur-mesure. Il faut vraiment faire du sur-mesure. Je dis faire de la dentelle même. C'est vraiment des situations pour lesquelles il faut prendre son temps et réfléchir attentivement pour que les solutions standardisées ne sont pas satisfaisantes. Ceci dit, concernant la prévention, et pour moi c'est essentiel, et je suis convaincu qu'il y aurait beaucoup moins de situations d'aliénation parentale si en France, enfin, on se mettait à la prévention. Je crois qu'il faut partir du constat, et vous en avez parlé ce matin, monsieur, que dans les séparations non conflictuelles, qui s'effectuent dans le respect mutuel, le risque d'aliénation devient quasiment nul. Alors nous avions pour politique, dans mon ancienne juridiction Tarascon-Arles, de systématiser la médiation familiale à partir du moment où il y avait un conflit parental. Dès qu'il y avait un conflit, la médiation familiale était proposée aux parents, et à la limite, nous étions avec ma collègue Jaff pour une médiation obligatoire. Alors ça avait mis du temps à être installé dans une juridiction. Dans un premier temps, quand je suis arrivé, les avocats ont voté une motion contre moi qu'ils ont envoyée à la chancellerie en disant que je voulais faire mourir le barreau. Et quand je suis parti, 90% des avocats étaient pour, et ils ont organisé un colloque en médiation pour mon départ. Vous voyez l'évolution quand ce n'est pas de l'anti-avocat. Au contraire, c'est la médiation familiale, c'est un accompagnement des parents et vraiment faire comprendre aux parents l'intérêt de la médiation familiale pour que les parents essayent de réfléchir à leur situation et surtout à ce qui est le plus important dans le cadre d'une séparation, l'enfant. Moi, je sais pas, on est là pour appliquer le code civil. Que dit le code civil? Autorité parentale conjointe, l'intérêt de l'enfant, c'est d'être de se faire construire par ses deux parents. Et la règle d'or de la médiation familiale, c'est de dire aux parents, vous êtes indifférents, vous pouvez pas discuter entre vous deux, il faut un tiers. Pour discuter à deux, il faut être trois. C'est vraiment la formule de la médiation et faire comprendre aux parents que c'est essentiel s'ils veulent que leur enfant soit protégé dans le cadre de la séparation. Alors je tiens à vous dire, et c'est prétentieux de le dire, mais c'est pas mon travail, c'est le travail d'une pluralité de professionnels dans un ressort judiciaire. J'affirme que nous n'avons jamais eu d'aliénation parentale, de situation qui était de situation du ressort judiciaire. Les seules situations d'aliénation parentale que nous avons eu à traiter, c'était des parents qui avaient déménagé, qui étaient dans des ressorts voisins, qui n'avaient pas la même politique de prévention de la médiation familiale, et qui venaient dans le ressort judiciaire après un déménagement. Donc ils n'avaient pas eu le même traitement du conflit, et ils étaient venus dans notre ressort. Donc c'est ces situations que nous avons eu à traiter. Et il est vrai que pour les situations d'aliénation parentale installée, la médiation familiale n'est pas toujours à sa place. Nombre de médiateurs familiaux disent on ne peut pas intervenir dans ces situations. Mais j'ai contacté l'autre jour une médiation familiale, une professionnelle du ressort de Nîmes, et elle me disait j'ai reçu cette fin de semaine dans 2 médiations familiales ordonnées, différentes, une préadolescente et un jeune adulte, tous deux en coupure de lien avec leur mère, depuis 6 mois pour l'une et depuis 6 ans pour l'autre. Ce sont des situations dans lesquelles un médiateur familial formé peut travailler. Personnellement, je m'y sens à ma place, j'en ai de plus en plus. Donc elle a de plus en plus de situations, et il faut se former à ce type de situation, et encore une fois, il faut que les parents soient d'accord. Mais je dis qu'il appartient au juge
de faire en sorte que les parents soient d'accord. Moi, je vous garantis que j'étais très très dur avec les parents, hein, et que j'avais un discours très fort sur l'exercice de l'autorité parentale. J'utilisais pour ça 2 arguments pour les amener à la médiation familiale. Je leur présentais d'abord une publicité, la publicité des meubles Ikea. Si vous la connaissez, je détends de 5 minutes, mais cette publicité est essentielle pour moi sur la signification de l'autorité parentale. Vous avez 2 parents qui sont divorcés, qui ne se parlent plus, qui ont un enfant qui a 10-12 ans, et chaque parent, pour faire plaisir à son enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il achète une cuisine Ikea pour faire de bons petits plats à son enfant. Quand le père demande à son fils, que te fait comme plat ta mère? Des pâtes. Quand la mère demande à son fils, que te fait comme plat ton père? Des pâtes. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il en a marre de la situation, il raconte que ce qui va faire plaisir à l'autre, hein, à celui qui lui pose la question, et à la limite, il crée un conflit supplémentaire, hein, parce que le parent qui ne fait que des pâtes n'est pas un bon parent. Vous voyez, la situation de l'autorité parentale, c'est plus de l'autorité parentale exercée en commun, c'est ce que vous avez dit ce matin, c'est un terme que j'utilise depuis longtemps, c'est l'adultisation de l'enfant, c'est l'adulte, l'enfant, c'est lui qui décide de tout. Hein, il a compris le système, il raconte à ses parents ce qu'il a envie de raconter. Et le second exemple que je portais à la connaissance des parents, c'est la lecture d'un livre, un petit livre, mais très très fort, un enfant sage de Jean-Denis Bredin. Vous avez 2 parents qui ne se parlent plus, un enfant de 12 ans qui est brillant à l'école et qui, malheureusement, qui est brillant à l'école, qui ne dit pas à sa mère ce qui se passe chez son père, qui ne dit pas à son père ce qui se passe chez sa mère, réciproquement. L'enfant sage, brillant scolairement, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide. Vous en avez parlé ce matin, les tentatives de suicide chez les enfants, ça existe. Et je vous garantis que quand vous teniez ce discours aux parents, ils allaient directement à la médiation familiale. Et les avocats, qui pouvaient être virulents, se taisaient complètement et disaient à leurs clients, allez en médiation familiale. Il ne faut pas laisser le choix aux parents. Et après, c'était au médiateur familial à faire le travail pour que la médiation familiale se passe en bonne intelligence avec des parents responsables. Donc vous voyez, ce qui est important, à mon avis, c'est le travail du magistrat. Hein. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe actuellement? Le JAF n'est pas un juge spécialisé. Il y a un turnover important. C'est une fonction qui n'est pas reconnue dans la justice. Dernier arrivé dans une juridiction, qu'est-ce qu'il fait? Il exerce la fonction de JAF. Attention, hein, tous les magistrats sont compétents, qualifiés, tout ça. Mais la fonction elle-même, pour la fonction elle-même, la plupart des JAF ne sont pas préparés à cette fonction. Ils n'adhèrent pas à cette fonction. Et il y a un turnover important dans un grand tribunal du sud de la France que je connais bien. Il y a 15 JAF. En septembre-octobre, il y a 7 JAF qui changent de fonction toutes les années. À Paris aussi, il y a un turnover dans le nombre. Et ce qu'il faudrait faire pour bien travailler quand on est JAF, c'est en faire une fonction spécialisée et qu'il y ait une expérience certaine. C'est vrai que réfléchir à l'aliénation parentale, quand on est jeune JAF, on pense pas que ça existe, sincèrement. Hein, il faut réfléchir, avoir de l'expérience pour bien comprendre le mécanisme de l'aliénation parentale. Si vous êtes là pour un certain temps et que vous savez qu'au bout de 2 ans, vous n'allez pas forcément y réfléchir. Et un bon JAF, vous savez, c'est pas un JAF qualitatif, c'est un JAF quantitatif. Vous savez que la durée moyenne de traitement d'une affaire à l'audience par un JAF, c'est 11 minutes. Il n'a pas le temps. Or, l'aliénation parentale, ça demande du temps. Si on n'a pas du temps, on ne peut pas la traiter sérieusement. Je ne critique pas les magistrats, je dis simplement qu'ils n'ont peut-être pas la formation et les moyens pour l'immense majorité d'entre eux pour traiter cette problématique. Et puis, je pense aussi, et un avocat tout à l'heure, une avocate va en parler, le rôle de l'avocat est essentiel. C'est essentiel, le rôle de l'avocat, pour soutenir l'enfant. Moi, je dis que le rôle d'un avocat,
ce n'est pas de soutenir un parent ou un autre parent, c'est de soutenir l'enfant qui a besoin pour se structurer d'avoir accès à ses deux parents. Or, certains avocats, je dirais un tiers, ont des stratégies de défense qui ne sont pas acceptables dans l'intérêt de l'enfant. Et le mot est faible. J'ai un exemple récent qui m'a effrayé et qui est une vraie réalité. Dans le cadre d'un divorce conflictuel, l'enfant presque majeur, ne voulant plus voir sa mère, à l'évidence manipulé par son père, l'avocat du parent aliénant s'est permis de téléphoner à 2 témoins de la mère aliénée, favorables donc aux parents aliénés, pour les faire revenir sur leur témoignage, favorable donc aux parents victimes. Moi, je trouve ça scandaleux, honteux, et on ne fait rien face à ça. Quand un avocat ose téléphoner à à des témoins de la partie aliénée, je trouve ça honteux. Ces stratégies sont inacceptables. Ces avocats feraient bien de relire le code de déontologie, faire gagner leurs clients au lieu de faire gagner l'enfant. C'est le leitmotiv, malheureusement, dans nombre de procédures. Dans mon ancien ressort, on avait réussi à faire en sorte que les avocats pensent à l'enfant avant leur client. Ce qui était étonnant, d'ailleurs, c'est que lorsque des avocats extérieurs au ressort judiciaire venaient, ils avaient une autre manière de travailler que la manière habituelle qu'ils avaient de travailler dans le ressort judiciaire. Je crois qu'il faudrait vraiment que les acteurs judiciaires, magistrats et avocats, réfléchissent à cette problématique avec des conséquences inacceptables sur les enfants. Moi, je compte beaucoup à votre jeunesse, Monsieur Dupont, pour essayer de faire changer cet état d'esprit judiciaire. Je dis que le système judiciaire, certes, ne crée pas l'aliénation parentale, hein, elle est préexistante, mais elle développe. Elle peut accélérer, elle peut augmenter cette aliénation qui, après, une fois installée, est difficile à résoudre. J'en suis convaincu de ça. Malheureusement, nous sommes loin de ça dans cette manière de fonctionner. Je voudrais lire juste un court passage d'un livre qui s'appelle le divorce à vif, écrit par Maître Ravaz. Elle dit ceci: l'avocat bénéficie de l'immunité judiciaire. Dans le prétoire, tout est permis. Au nom des droits de la défense, l'avocat peut désarçonner le plus vulnérable, le bombarder d'insanités inventées, l'injurier, le diffamer, truquer le dossier et broder, ceci sans le moindre remords. L'avocat ne fait que son métier, le mensonge est utilisé comme une arme, tous les moyens sont bons pour se débarrasser de l'autre. Au final, il n'y a jamais de justice, car il n'y a jamais la vérité. Je vous cacherai pas que moi je suis attentivement le procès dit de Mazan avec Frédéric Péricot. J'ai été président de la cour d'assises pendant 4 ans. Vous savez, j'ai abandonné la cour d'assises uniquement à la suite du traitement qui était infligé aux victimes, notamment de viol. La manière dont les avocats mettaient en cause les personnes violentées, victimes de viol, m'atterrait. Et on ne pouvait rien faire parce que la liberté de parole, la liberté de questionnement est libre. La victime de viol devenait une seconde victime, une victime judiciaire. Heureusement qu'après il y avait le verdict, mais le traitement infligé à nombre des victimes est assez insupportable. Alors, une fois l'aliénation parentale installée, quels sont les outils du JAF pour essayer de faire en sorte que l'enfant retrouve ses deux parents? Le premier outil actuellement, c'est le recueil de la parole de l'enfant. Alors personnellement, je suis très réservé sur le recueil de la parole de l'enfant parce que recueillir la parole de l'enfant, c'est très difficile d'abord. Nous sommes des juristes, les JAF, les avocats, nous sommes des juristes. Et la psychologie de l'enfant, c'est autre chose que du droit. Et recueillir de la parole de l'enfant quand on est juriste, c'est pas forcément adapté. Moi, personnellement, dans mon ancien ressort, on avait
créé ce qu'on appelle la coaudition, c'est-à-dire que la recueil de la parole de l'enfant était recueilli par le juge et en même temps par un professionnel de formation médiateur familial, et c'était adapté. Mais bon, l'enfant, il donne sa vérité, c'est pas forcément la vérité. Moi, quand j'entends un ancien président de la Civis dire l'enfant dit la vérité, non, il dit sa vérité, qui n'est pas forcément la vérité. Regardez la publicité Ikea, l'enfant dit sa vérité, il dit pas la vérité, tout simplement pour se protéger. Quand on est victime, enfant, et qu'on est mineur, on veut aussi avoir la paix, très souvent. Donc on choisit l'un plus que l'autre. Et moi, je trouve que cette déification actuellement du recueil de la parole de l'enfant m'étonne, me surprend, et en même temps, comment l'immense majorité des parents actuellement mettent en avant le recueil de la parole de l'enfant. On devrait faire l'inverse. Je vous ai parlé de la médiation familiale. Je pense qu'on devrait d'abord penser médiation familiale avant de penser recueil de la parole de l'enfant, ou on devrait intégrer ce que font certains médiateurs familiaux, le recueil de la parole de l'enfant dans la médiation familiale. C'est vrai qu'un enfant ne ment jamais, mais il peut donner un ressenti qui peut ne pas être le reflet de son propre vécu, mais il est possible, envisageable que ce soit le vécu d'un tiers qui peut être un de ses parents. Je crois qu'il faut être réaliste là-dessus. Le deuxième outil, c'est l'espace rencontre, les professionnels des espaces rencontres. J'assure avec une psychologue qui est dans la salle aujourd'hui, une formation avec les professionnels des espaces rencontres. C'est un travail très fort que font nombre de professionnels des espaces rencontres, mais avec beaucoup de difficultés, et les moyens ne sont pas toujours à la hauteur justement de ce travail. Le troisième outil qu'on avait mis en place dans le cadre de notre groupe de travail, c'est l'expertise psychiatrique. Mais c'était pas simplement une expertise constat, c'était une expertise qui demandait à l'expert de faire en sorte de préparer l'évolution de la situation et faire prendre conscience aux parents, et notamment aux parents aliénants, qu'il convenait de faire évoluer la situation. Et ensuite, après l'expertise, il y avait une thérapie familiale. Vous êtes thérapeute, monsieur, et nous avions sur Arles notamment une thérapeute familiale, Madame Verdier, qui avait des résultats assez étonnants. Alors vous me direz, mais vous pouvez pas ordonner de thérapie familiale, c'est pas prévu dans le Code civil. Mais c'est vrai que le juge aux affaires familiales ne peut pas ordonner de thérapie familiale, mais il peut dire aux parents, et notamment aux parents aliénants, si ça change pas, moi je risque de changer ma décision, vous n'aurez plus la résidence de l'enfant. C'était une forme de menace, vous me direz, mais le seule autorité qui peut avoir un discours fort auprès des parents, c'est le JAF. La seule autorité. Malheureusement, je constate que nombre de JAF ne le font pas. Quand on tient un discours fort, je vous garantis que les personnes se tiennent à carreau, et leurs avocats aussi, et l'évolution peut être positive. Je crois que la thérapie familiale donne des résultats étonnants. Pas n'importe quel thérapeute, c'est comme dans toutes les professions, il y a des thérapeutes qui obtiennent des résultats assez étonnants, mais il faut faire venir les deux parents et l'enfant aussi dans le cadre de la thérapie. Dernier point, et que je souhaiterais signaler, c'est vrai que le combat contre l'aliénation parentale ne se fait pas qu'à travers des juges, des thérapeutes, des experts, des avocats. Ça se fait avec tous les professionnels qui travaillent avec l'enfant. C'est vraiment un travail multidisciplinaire, notamment à l'égard des médecins, des psychologues, des institutions. Un médecin qui, à la suite d'un droit de visite d'un parent, va établir un certificat médical uniquement sur la dictée de l'autre parent qui n'est pas d'accord sur la manière dont ça s'est passé, c'est inacceptable. Il faut du contradictoire. L'autre jour, j'étais avec des directrices de crèche, je leur demandais comment était inscrit un enfant dans leur crèche. Elle me disait, mais l'un des deux parents inscrit l'enfant. Mais c'est une mesure importante de la vie de l'enfant, l'inscription dans une crèche. Ça doit être fait par deux parents.
Ne parlons pas des institutions scolaires. Quand je vois la dernière affaire que j'ai eue, un enfant qui a été désinscrit d'une école à la demande de la mère seulement, le père n'a pas été concerné, et l'enfant a été inscrit dans une autre école. Le père n'a pas été concerné, n'a même pas été informé, alors qu'il y a une circulaire qui est très détaillée sur ce qu'est l'autorité parentale dans le monde scolaire. Nombre de professionnels de l'enfance créent, en tout cas, augmentent l'aliénation parentale et par leur comportement, et je trouve que c'est assez scandaleux. Que dire en conclusion? Moi, encore une fois, je souhaiterais dire que le travail pluridisciplinaire est essentiel. Moi, personnellement, je suis pas un militant contre l'aliénation parentale, je suis qu'un militant de la médiation familiale. Je trouve que le dialogue, c'est une vertu essentielle pour les parents. On devrait dire aux parents, quand ils se séparent, bon, médiation familiale obligatoire, hein, et les parents, si au cours de la première séance, ils sont pas forcément adaptés, c'est pas forcément adapté, mais comment rapidement s'y mettre. Structurel, bon, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles c'est pas possible, mais pour 90% des situations, c'est possible. C'est vrai. Hein? Ça y est un pays. Ça y est un pays. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans ce groupe de travail, nous avons essayé de cerner les mécanismes qui sous-tendent l'aliénation parentale, le dysfonctionnement parental, comme nous l'avons entendu. Ce que je voulais dire que dans les trois cas, violence intrafamiliale, violence sexiste, sexuelle, aliénation parentale, on est en présence d'un agresseur. Certes, il est le parent de l'enfant, mais il est aussi un agresseur, et cet agresseur fonctionne dans un registre du pouvoir, d'emprise et de violence, directement ou indirectement envers l'enfant. Et pour moi, c'est grave, à mon avis, face à la réalité que vivent nombre d'enfants, de soutenir, et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste là-dessus parce que je suis atterré par ces affirmations. Je trouve que il est inacceptable de soutenir, comme certains l'affirment, que l'aliénation parentale serait une construction de certains professionnels pour occulter, pour cacher ou rendre peu visibles les violences intrafamiliales et les violences sexuelles sur les enfants. Les violences intrafamiliales, c'est un drame. Il faut tout faire pour lutter contre les violences intrafamiliales et contre les auteurs. Les violences sexuelles, c'est aussi un drame, et il faut tout faire pour lutter contre leurs auteurs, et la justice doit se montrer efficace. Mais le conflit de loyauté, l'emprise, l'affrontement parental, le dysfonctionnement parental grave, les situations de haut conflit, l'aliénation parentale, c'est-à-dire la disparition d'un parent par la volonté consciente ou inconsciente de l'autre parent, c'est aussi un drame, et c'est dramatique pour l'enfant. L'aliénation parentale a de graves conséquences, elles ont été analysées ce matin, je ne vais pas en parler plus longtemps. Je crois que, simplement, moi je voudrais vous dire, le doute et la tolérance font partie des gènes du magistrat, mais face à ces positions, je suis intolérant. Première fois que je suis intolérant, quand je lis certains articles, je montre de l'intolérance face à ces positions que je viens d'indiquer. Moi, personnellement, je respecte toutes les opinions, mais mon expérience et ma réflexion de magistrat, à la fois pénaliste, civiliste et de la famille, est de dire depuis plus de 45 ans qu'il est fondamental de soutenir que l'aliénation parentale, ça existe, et notre expérience doit permettre une réflexion à la fois pour la prévenir et pour lutter contre elle. Et je n'hésite pas à dire que, comme certains professionnels et acteurs judiciaires, que l'aliénation parentale, quand on affirme que ça n'existe pas, c'est une injure. Moi, je me sens injurié professionnellement. Je pense être suffisamment sage avec le recul, et quand j'entends des professionnels et des magistrats aussi le dire, je suis assez scandalisé. Je voudrais terminer sur une citation de Victor Hugo. La liberté d'aimer est le même droit que la liberté de penser. L'un répond au cœur, l'autre à l'esprit. Ce sont les deux faces de la liberté de conscience. L'on pourrait utiliser cette citation, à mon avis, pour les situations d'aliénation parentale.
il résonne à mon avis avec évidence. Dans les situations d'aliénation parentale, un parent interdit à l'enfant d'aimer l'autre parent. Je t'interdis d'aimer ton père, je t'interdis d'aimer ta mère. Un parent interdit à un enfant d'aimer l'autre parent, alors qu'avant la séparation, avant le divorce, l'enfant l'aimait profondément. Merci de votre attention. Un très grand merci, Marc Juston. Avant de donner la parole à la salle, une question. Beaucoup de professionnels disent, mais on n'a pas le droit de parler d'aliénation parentale. Il y a eu des notes d'information qui venaient du ministère de la Justice en 2018, en 2021. Maintenant, il y a le rapport de la Civis, etc. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications sur ces notes d'information, comment elles ont été possibles, quelle est leur valeur, quoi en penser, etc. C'est vrai qu'actuellement, on a l'impression que dans les tribunaux, on n'a pas le droit d'utiliser le terme d'aliénation parentale. On a le droit d'utiliser emprise, manipulation. J'ai contacté la semaine dernière une vice-présidente chargée d'une chambre de la famille. Elle me disait que pourquoi le terme d'aliénation n'est plus utilisé, parce qu'il a été banalisé. Il a été utilisé à travers dans les tribunaux. Et à mon avis, il n'y a aucune réflexion vraiment des juristes sur ce que signifie aliénation parentale. Il y a beaucoup de JAF actuellement et d'avocats qui ne contestent pas l'emprise, qui ne contestent pas la manipulation. Mais ils ne vont pas jusqu'à la réflexion de l'aliénation. Parce que nous sommes des juristes. Et c'est vrai que quand je dis que tout le monde devrait entendre, tous les magistrats, tous les acteurs judiciaires devraient entendre ce que, c'est pas pour vous flatter, M. Dupont, hein. Sincèrement, je le pense. Je suis certain que pour l'immense majorité d'entre eux, il y aurait une autre réflexion sur ce qu'est l'aliénation parentale. Hein. Et ne pas se laisser berner par des anti-aliénations qui sont des militants, qui n'ont pas réfléchi eux-mêmes, alors qu'encore une fois, cette notion n'est pas genrée. Moi, je connais nombre de mères qui sont victimes d'aliénation. J'ai quelques mères dans mon environnement. C'est tragique ce qu'elles vivent. Et des pères, c'est tragique, c'est pas genré. Or, actuellement, je trouve qu'on en a fait quelque chose de trop genré. Hein, je veux rien dire parce que un jour on reçoit tellement d'injures après sur les réseaux sociaux que je suis assez réservé sur ce que je dis. Je n'accuse personne, je dis simplement, il faut peut-être réfléchir, comme vous l'avez fait ce matin, très posément, calmement, sagement, qu'est-ce que c'est que l'aliénation parentale ? C'est une forme d'emprise, une forme de manipulation, mais alors je pense aussi que le terme d'aliénation a été galvaudé, et en plus, aliénation pour les juristes, ça veut dire aliéner. Or, aliéné, c'est qui ? Un aliéné, c'est un fou. Comment intégrer le terme aliéné qui a une signification péjorative ? C'est un fou, un aliéné, pour un juriste. Et comment intégrer une notion médicale, pathologique, vers des juristes ? Mais ça crée des dégâts, sincèrement. Pour moi, c'est la raison. Hein. La raison essentielle, c'est que c'était utilisé à tort et à travers. Lui est victime d'aliénation. On utilisait ce terme à tort et à travers à une certaine époque. Et puis maintenant, aliénation, ça veut dire folie. Donc, c'est pas adapté. Et on préfère utiliser emprise au conflit. Ça, c'est aussi un terme qu'on utilise beaucoup dans le monde des juristes. Le haut conflit. Hein. Le haut conflit, la manipulation, et c'est vrai que Maître le dira très bien, on en a parlé tout à l'heure, il y a nombre d'experts parisiens, experts psychiatriques, qui n'utilisent pas le terme d'aliénation, parce qu'ils savent que ça va pas être ça sera pas réceptif au niveau des magistrats. Il y a vraiment tout un travail à faire. Vous êtes jeune, vous devez le commencer, monsieur. Moi, je suis trop vieux maintenant pour faire ça, mais... D'ailleurs, Sébastien, tu fais bientôt des expertises ? Pas encore, hein ? Non, mais en France, depuis quelques années,
personne ne défend l'aliénation parentale. Il y a Madame Irigoyen, il y a Calpat, mais au niveau des juristes, qui va dans l'école nationale d'administrature et dans les écoles d'avocats pour parler d'aliénation objectivement, comme vous en avez parlé ce matin? Personne. Et pour y accéder, c'est difficile. Hein. C'est toute la question de la formation, effectivement, La formation, des magistrats. Et elle passe pas. Pour le coup, je suis expert. Alors moi, je fais que du pénal. Je fais pas, j'ai jamais eu ce type de questions. Mais c'est bien la traduction de nos termes médicaux en notions juridiques qui pose souci. Moi, je le pense, hein, sincèrement. Ouais. Actuellement, aliénation pour un magistrat, ça veut dire fou. Joli. Un aliéné, c'est un fou. C'est pas la problématique de l'aliénation parentale. On peut pas traiter le parent aliénant de fou. Dans certaines situations, il peut l'être, attention, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est pas global. Et c'est bien comment notre vocabulaire peut être repris, et ça nécessite dans nos expertises, alors un travail qui est laborieux, c'est de définir tous les termes qu'on utilise avec éventuellement ce que je fais parfois les ressources, on va dire scientifiques, comme on le fait lors d'une présentation. Quelles sont nos sources? Et sur quoi on se base pour décrire telle ou telle symptomatologie, telle ou telle problématique sur la scène familiale. Alors sur un autre sujet, par exemple sur les incestes, on va qualifier ou réfléchir à la dynamique incestuelle qui se joue sur l'échelle familiale, mais on peut pas juste lancer le terme comme ça sans l'avoir défini, décrit et décrire sur quel concept ça se base. Mais ça prend du temps et je pense que les expertises souvent sont un peu faites à la va-vite. Et ce qui manque, c'est vraiment de l'interdisciplinarité entre les différents professionnels dans un ressort judiciaire. Moi, je dis que dans un ressort judiciaire, il devrait y avoir une politique familiale judiciaire avec la réflexion de tous les professionnels qui travaillent ensemble, ce qu'on avait fait dans le cadre de groupes de travail dysfonctionnement parental grave. Il y avait un pédopsychiatre, il y avait un expert psychologue, il y avait des avocats, des juges, des médiateurs, tous les professionnels qui travaillent dans le monde de l'enfance, et on avait un vocabulaire commun, au moins. Mais pour organiser de tels groupes de travail, personne n'a le temps. Mais perdre du temps pour en gagner, c'est pourtant une belle formule et c'est efficace. Merci. On a peut-être là, avant la pause, 5 minutes pour des questions, avant d'avoir le reste de l'après-midi en échange plus général. Oui, je me demandais, vous avez évoqué l'aliénation parentale comme étant une maltraitance, mais on n'a pas parlé du rôle du juge pour enfants. Donc, je voulais avoir votre avis sur cette question. Vous savez que 70% des saisines des juges des enfants proviennent des affaires de JAF. Hein. Donc, les juges des enfants, moi j'ai été juge d'enfant dans mes 10 premières années, donc je ne le suis plus depuis très longtemps. C'est vrai qu'ils ont des outils autres que le juge des affaires familiales. C'est vrai que ils ont des outils permettant de travailler, mais ils sont tellement saisis que peut-être ils s'investissent pas assez dans la problématique de l'aliénation parentale. Hein, tous les cabinets des juges d'enfants sont surchargés, donc ils choisissent leur dossier. L'un d'entre vous ce matin m'a indiqué que bon, il y avait dans un dossier il y avait une problématique d'aliénation parentale et le juge a dit je ne suis pas compétent. La saisine du juge dans le cadre de l'aliénation, du juge d'enfant dans le cadre de l'aliénation parentale, c'est un gros travail, mais est-ce que ils ont des outils, mais est-ce qu'ils ont des outils adaptés? Je n'en sais rien. Une autre question? Alors,
Ouais, enfin, par rapport à votre présentation, c'est ce que vous avez dit, le travail de prévention est vraiment essentiel, et puis la médiation familiale y participe. Mais aussi, on entend bien dans votre présentation le travail d'une juridiction, le travail qui est fait auprès des avocats, et ce qui n'est pas le cas dans d'autres juridictions en France. Enfin, c'est pas le cas dans toutes les juridictions en France en tout cas. La question que je me pose, alors c'est peut-être une question qui est plus large et qui est plus compliquée, qui pourra peut-être être débattue aussi par la suite, mais qui fait le lien avec la présentation de ce matin également, c'est-à-dire que la prévention, elle est imaginable effectivement à un niveau 1 ou 2 pour reprendre les trois niveaux que vous donniez ce matin. C'est vrai qu'en médiation familiale, ça nous arrive quand même d'avoir des situations de cet ordre-là, mais aussi de niveau 3, et là franchement moi je ne sais plus trop comment faire en fait, et je sais même pas si la médiation familiale vraiment est en fait compétente, et on peut avoir des niveau 1 et 2, c'est tout à fait, c'est possible. tout à fait, mais c'est vrai qu'on peut avoir des orientations aussi, y compris juge des enfants, avec des situations de haut conflit comme ils les nomment, avec des effectivement niveau 3 qui sont repérables, où voilà, en médiation familiale on sent bien qu'il y a quelque chose qui arrive trop tard chez nous en fait. Donc quelle est moi c'est vraiment la question aussi un peu que je me pose depuis ce matin, c'est on fait comment quoi en fait, comment est-ce qu'on accompagne ces situations-là, et par contre voilà, je vous remercie pour votre intervention parce que ça montre vraiment que c'est un travail quand même de fourmi, et puis de faire travail de pédagogie aussi pour essayer de sensibiliser l'ensemble des acteurs autour de ces questions-là, parce que on voit bien avec le travail que vous avez fait, ça vous a pris énormément de temps pour sensibiliser l'ensemble des acteurs, et que ça cette pluridisciplinarité elle est essentielle. Mais c'est vrai que quand ce travail-là il est pas fait, parfois on se sent quand même assez démuni. Justement, il faut essayer dans un ressort judiciaire de demander à ce qu'un tel travail puisse être fait. Demandez, vous êtes médiatrice, demandez à votre service d'essayer de réfléchir avec le juge des enfants, le JAF, les avocats, pour essayer de travailler en commun, pas pour vous égoïstement, mais dans l'intérêt de l'enfant. Pensez au drame que vivent tous ces enfants et tous ces parents rejetés, parce qu'il n'y a pas un travail interdisciplinaire. Le thérapeute, on avait notre thérapeute qui travaillait dans notre groupe interdisciplinaire. Je trouve que dans la problématique dans notre société, c'est que personne veut prendre l'initiative. Il faut qu'il y ait un maillon qui prenne l'initiative. Et avec le temps, vous y arrivez. Moi, je me souviens, j'étais président de la juridiction, j'ai contacté un tas de professionnels et tout le monde est venu. Et tout le monde était mobilisé, sensibilisé, intéressé, et ça donnait des résultats intéressants. Pour les professionnels aussi, et connaître le fonctionnement de chacun aussi, se connaître entre les diverses professions, se connaître individuellement aussi, c'est intéressant. Dans un ressort comme Reims, c'est possible. À Paris, c'est peut-être pas possible, mais dans un ressort à dimension humaine, c'est possible. Essayer de se réunir pour réfléchir ensemble à cette problématique, et à la limite ne pas dire on va réfléchir à l'aliénation parentale. Dire on va réfléchir à cette problématique des situations d'emprise, de manipulation, de dysfonctionnement parental grave, de haut conflit. Qu'est-ce qu'on fait? Et vous voyez ensuite dans le groupe de travail comment est interprété le terme d'aliénation parentale. Et c'est vrai que quand on voit la définition du terme aliénation, je suis allé dans le dictionnaire, c'est tout à fait ce qui se passe dans la réalité. C'est pas un terme détourné. Il a été détourné à la limite par le milieu médical en faisant des aliénés qui étaient des personnes qui étaient qui étaient hors circuit quoi, qui ne pouvaient pas fonctionner normalement dans la société. C'est ce terme d'aliénation qu'il faut. Moi, j'ai éliminé le terme syndrome parce que je n'étais pas médecin dans un premier temps, et je trouve dommage de détourner, de ne plus utiliser ce terme d'aliéné. Du moins ce terme d'aliénation, alors que ça revêt vraiment ça signifie vraiment quelque chose dans ce, on l'a bien, encore une fois, c'était bien défini ce matin et par Olga aussi. Oui, madame. Vraiment d'inverser les choses. Est-ce que ça arrive que des situations où s'inversent? Tout de suite, je l'ai vécu. J'ai vécu grâce à l'expertise médico-psychiatrique et ensuite à la thérapie
des retournements et la médiation familiale a pris la suite en plus. Une fois que la thérapie a été terminée, mais je pense qu'il faut vraiment que le magistrat ait un message fort. Hein, il faut vraiment qu'il soit spécialiste, qu'il ait une expérience, qu'il ait réfléchi avec tous les professionnels pour être efficace. S'il est seul, il ne sera pas efficace. Je ne sais pas si vous avez connu, Monsieur Dupont, des situations de désaliénation. Oui, juste une petite observation. Pourquoi vous êtes passé, moi je dirais, du terme de violence psychologique à justement aliénation parentale, parce que Moi, violence psychologique, ça fait partie des violences intrafamiliales. Voilà. Hein? L'aliénation, c'est une maltraitance par le comportement de l'un des deux parents. Voilà. Donc c'est une violence psychologique. Oui, ça fait partie des violences psychologiques qui entraînent de l'aliénation. Mais c'est une vraie violence. Voilà. Mais on peut pas dire que c'est pas de la maltraitance, c'est de la maltraitance psychologique. Oui. Je voulais juste poser une question. Je viens de Belgique, donc je ne sais pas si ici c'est la même chose, mais moi j'ai demandé de l'aide psychologique pour mes enfants qui puissent être pris en charge dès le départ, mais on m'a dit que si l'enfant ne le demandait pas, le juge ne pouvait pas l'imposer. Est-ce que c'est vrai ou pas? Parce que justement, et le père n'était pas pour, il ne demandait pas. Donc, est-ce que quand vous voyez ça, est-ce que c'est vrai que le juge ne peut pas imposer? Moi, le juge ne peut pas imposer une mesure de psychologique par rapport à l'enfant, mais il peut convaincre les parents à engager ce processus de suivi psychologique de l'enfant. Il peut l'imposer. Et en revoyant les parents, en leur disant si vous le faites pas, moi je vais reconsidérer le mode de résidence de l'enfant, c'est essentiel pour l'enfant. Hein, moi je dis qu'il faut vraiment avoir des discours forts. Il faut que ce soit adapté, encore une fois. Hein, il faut pas envisager une mesure de suivi psychologique si c'est pas adapté. Mais si il est démontré que c'est vraiment adapté, il faut que les deux parents, c'est vrai que dans le cas de l'autorité parentale conjointe, les deux parents doivent donner leur accord. Hein, mais si les parents ne donnent pas leur accord, le juge est là pour essayer de pousser les parents à y aller. Et si le dossier est entre les mains du juge d'enfant, le juge d'enfant peut le faire, lui. Hein. Très bien.